Je suis à votre disposition pour les questions. Oui. Pour revenir au début de la conférence, au vu du contrôle total des médias de masse par nos édiles, comment peut-on expliquer la sortie de cet article précédent d'un jour les attentats du 11 septembre qui disait donc que le Mossad pouvait créer des attentats sous couvert. Ouais. Effectivement. Mais alors là, une chose que l'on perçoit en France, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les États-Unis sont beaucoup plus libres que nous. C'est la seule explication possible, et ça j'en ai des échos par des contacts que j'ai aux États-Unis. Il y a une liberté d'expression aux États-Unis, malgré la mainmise du lobby judéo-américain, qui est, c'est curieux, c'est comme, prenez l'histoire du port d'armes aux États-Unis. C'est très curieux, c'est un pays vraiment très contradictoire. Autre question? Madame? En fait, merci pour votre intervention. C'est vrai que tous les faits que vous avez cités sont vérifiables. Dans le sens, il suffit d'y voir clair et d'entendre, et c'est juste une évidence. Simplement, ce qui est intéressant, et ce dont on parle moins et que vous abordez justement, c'est la cause de la cause. La cause de la cause, exactement. Très bonne formule. C'est-à-dire, pourquoi tout ça? Pour en arriver où? Quel est le grand dessein? C'est ce que je viens de dire. Et on voit bien que les faits se précipitent ces dernières Tout à fait. Donc parce que vous expliquez rapidement que le système s'effondre. Alors quels sont les signes annonciateurs de ce... Quels sont les signes annonciateurs de l'effondrement de ce système? La panique. Voilà. Et ensuite, la panique de nos dirigeants. Oui. Et à quel niveau? Parce qu'à quel niveau, nous, on pourrait leur créer du temps, puisqu'a priori, ce serait plutôt eux, actuellement, qui nous pressurisent. Et secondo, moi, je voudrais revenir principalement sur cet état hébreu, puisque, en fait, on a quand même plus de 2000 ans d'histoire, vous êtes bien d'accord? Il semblerait que tout a commencé il y a 2000 ans, alors que c'est loin d'être le début de l'humanité. C'est très curieux. Est-ce que tout ça... Est-ce que c'est que tout... Il y avait plusieurs dieux, d'abord, avant, il n'y en avait pas qu'un seul, etc. Et pourquoi ce peuple aurait été élu? Par qui? Est-ce qu'il s'est élu tout seul? Non, mais en fait, c'est là le problème. Pourquoi est-ce qu'un État comme Israël, qui représente aujourd'hui, qui n'est pas plus grand que le Languedoc-Roussillon, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, et on parle de juifs dans le monde entier qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, qui ne sont même pas israéliens. Donc on a du mal à comprendre quel est ce peuple israélien. C'est un phénomène très curieux. C'est un phénomène très curieux qui est unique. Pourquoi est-il élu? Pourquoi faire? Et forcément, ça doit remonter à bien avant 2000 ans. Et qu'est-ce que Jésus a à faire là-dessus? Puisque Jésus a toujours dit ne faites pas de mention de son enseignement. En quoi a-t-il vraiment entravé? Si c'est lui ou la manipulation qu'on a pu faire de cette religion par la suite, le grand dessein des Juifs, voilà, c'est un peu confus. Si je dis que je ne peux l'expliquer que par cette paranoïa qui s'est installée dans les élites juives, constatant qu'ils ne pourraient pas avoir un Messie selon leurs vœux, de s'instituer eux-mêmes comme leur propre Messie. Bon, j'ai cité le texte de Hauck Lévy à Karl Marx, j'en ai d'autres dans la maçonnerie, je les ai cités. C'est vraiment leur obsession. Pardonnez-moi. Oui. C'est très simple. Il n'est pas élu depuis 2000 ans, il a toujours été élu, le peuple juif. Le peuple juif est élu par Dieu pour donner le Messie au monde. Et on dit dans la Bible, et on répète, que les dons de Dieu sont sans repentance. C'est pour ça qu'ils sont tellement intelligents. Mais il est élu par qui? Par Dieu lui-même. Dieu c'est qui? Comment? C'est notre créateur. Dieu c'est qui? C'est la Sainte Trinité, c'est notre créateur. C'est la cause suprême. Oui. C'est le vrai Dieu. Mais comment cette parole a pu arriver? Je ne sais pas, c'est par Moïse, c'est ça. Toute la révélation dit vous êtes le mais peuple avant juif. Moïse, La préparation, il était élu pour préparer la venue du Christ qui est le Sauveur. Fallait-il encore qu'ils le reconnaissent? Et c'est là où c'est temps. Et c'est là justement qu'il y a la rupture. La rupture a eu lieu et aussi la malédiction qui est portée à eux-mêmes. Exactement. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà. Mais oui. Voilà.
Pardon, je Non, vous réponds peut-être non, mais que c'est- ça ne va pas. Mais moi, Merci de votre intervention, c'est Pardon. exactement ça. Et contrairement à ce que disent notamment les modernistes et beaucoup de gens, à commencer par Bernard Anthony, Gardez vos amis, monsieur. à commencer par Bernard Anthony, qui disent qu'il n'y a pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je regrette beaucoup. Si le Nouveau Testament, c'est qu'il y a eu un événement qui s'est passé. Point à la ligne. Donc, votre intervention est intéressante. C'est la question, j'avoue que moi aussi, je pose comme madame la question, qui a nommé le peuple juif élu? J'avoue que ça me dérange. Ça me dérange. Surtout Mais que je dans- suis dans certainement... l'Ancien Testament, on parle des Elohim, Elohim c'est Dieu au pluriel. Nous sommes d'accord. On sait très bien que C'est des elle, choses Dieu. qui sont mal expliquées et mal traduites, Oui. enfin pas mal traduites, mais Indépendamment de tout ça, volontairement madame, interprétées. quelqu'un qui est élu, il peut trahir un jour, Exactement. Bonne réponse. malheureusement. Nous Ah oui. sommes tous là. Nous avons tous été, bon Dieu veut qu'on soit sauvés, mais on peut aussi, on peut s'échapper, on peut faire des bêtises et n'en pas vouloir. Et comme c'était le peuple élu, il a des dons dont il te sert mal maintenant, et qui sont au-dessus des autres peuples. C'est sûr que c'est le peuple le plus intelligent. Et c'est pour les ça- musiciens, les physiciens, etc. C'est pour ça que son intelligence devient l'intelligence satanique. Mais Dieu serait sélectif, c'est-à-dire qu'il dirait bon toi t'es pas élu, mais toi t'es élu, toi Non, t'es Dieu n'est bon, pas toi, t'es sélectif, moins mais bon, Dieu toi, t'es respecte votre intelligent, volonté. alors tu vas C'est dominer un le autre monde. problème. Non, c'est pas ça. J'essaie Il de nous laisse la comprendre liberté. cette origine. Non, il nous laisse la Dieu liberté donne de à chacun. choisir. Et Il c'est change nous-mêmes d'en qui nous sortir. condamnons par notre choix. Ou ne nous condamnons pas. Mais mon Dieu respecte notre liberté. Mais il donne a à élu tous. un peuple, il aurait élu un peuple. Oui, certainement. C'est Il sûr. aurait choisi, donc élire c'est choisir. Oui, d'où Pour que devait ce sortir. peuple domine le monde. Non, madame. Non. Parce qu'il devait sortir son fils qui était le sauveur du monde. Parmi ce peuple. Oui, absolument. Et donc c'est arrivé Jésus. puisque Jésus faisait partie de la communauté, était en Israël. Oui, Enfin, il était on appelle juif. Israël. Il était juif. juif. Il était juif par sa mère. Jésus était juif. Donc en fait, ce qui nous arrive daterait de l'époque de Jésus. Donc il n'y a pas longtemps, Tout dans à fait. l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Puisque l'homme existe depuis combien de temps? On 10 dit 000 ans. des Ben 4 oui. ans, ça change. Exactement. Exactement. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie qui leur était annoncé par leurs propres prophètes, qu'ils ne l'ont pas annoncé parce qu'ils avaient une autre conception du Messie. Point à la ligne. C'est là que tout déraille. Ils sont temporaires. Et l'intelligence dont ils ont été dotés, et encore j'en suis pas toujours sûr, parce que quand on voit certains juifs, ils ne sont pas particulièrement intelligents. Bon, enfin, bon, allez. De toute façon, pour moi, il me semble évident que nous sommes victimes de cette paranoïa juive, parce qu'ils veulent trouver et s'instituer une Messie de leur propre cause. Alors, puisqu'on est dans l'ésotérisme, À peine. la métaphysique, excusez-moi, j'emploie pas, a priori pas le bon mot, je suis désolé. Oui, alors moi il me semblait que justement le peuple juif était le peuple élu parce que justement il devait nous apporter le prophète, le Messie, mais après je pensais pas que c'était une question d'intelligence ou pas. Et puis on parle aussi de Satan, maître de ce monde, qui peut corrompre et l'arbre de la connaissance, quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être ça qui ferait que les juifs seraient à la limite plus inspirés que les autres, mais pour justement pour ce projet satanique qui est le nouvel ordre mondial, la tour de Babel, tout ça. Donc il y aurait une force qui pousse à ça. Et les juifs en seraient inspirés. Je ne pense pas que ce soit divin, cette intelligence. C'est le satanisme, Voilà. je me répète, c'est le satanisme. Il n'y a pas d'autre explication. Et quand on étudie la maçonnerie, on trouve la racine. Il n'y a pas d'autre explication. Quand vous voyez les textes de la haute maçonnerie, c'est hallucinant. C'est satanique luciférien. Appelez ça comme vous voudrez.
Ils ont le culte de Satan. Le culte de Satan, Et tout à fait. ils consacrent même des enfants et tout ça. Mais bien entendu. Des choses Bien entendu. Tout à fait. Bien entendu. Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il faut tout de même se rappeler que chez nombre d'historiens, on rappelle les sacrifices d'enfants selon des rites judaïques. Alors, M. Drummond, là, Il n'y a pas simplement Drummond, il y a 36 000 autres. 36 000 autres. On dirait que ce peuple qui a refusé Dieu, apparemment, s'est voué à Satan. Il n'y a pas d'autre explication. Et un peu, pardonnez-moi, si vous permettez, Je vous en prie. Rien à ajouter. Un peu comme Satan, si vous voulez, il ne peut pas revenir sur son choix. Satan a choisi d'être contre Dieu. Et aujourd'hui encore, il est en révolte parce qu'il se veut Dieu. Il ne peut pas revenir parce qu'il est hors du temps, si on peut dire. Le peuple juif aujourd'hui, si on peut lui donner une explication rationnelle, il doit toujours essayer d'anéantir le Christ dans les chrétiens. Tout à fait. C'est peut-être la raison de son existence. Pardon, je vous choque, je vais très vite, parce que dans ce genre de propos, remarquez, il veut toujours, finalement, établir son messianisme et non pas celui de notre Seigneur, qui est celui du salut. Notre Seigneur veut sauver tout le monde. C'est ça le Messie. Madame. Et là, au départ, vous avez dit que l'islam a été utilisé par les juifs pour lutter contre le christianisme. Oui. Par contre, les musulmans, eux, ils reconnaissent le Christ et ils attendent le Christ à la fin. C'est vrai, enfin, c'est évidemment pas la même position que les juifs par rapport au Christ. Oui, et alors comment ils ont, parce que comme ils sont croyants, voilà, comment ils ont utilisé les juifs, les musulmans contre... Alors, il faut connaître l'histoire de Mohammed, qui était serviteur du grand rabbin de Médine. Et je vous conseille à ce sujet-là, il y a plusieurs ouvrages. Il y a l'ouvrage de Anna Zakaria, vous connaissez, et l'islam, création juive. Ah, c'est pas l'islam, création juive. Le grand secret de l'islam. Pardon? Le grand secret de l'islam, c'est pas elle qui a fait ça. Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit lui. Et puis il y a un prêtre aussi qui a écrit, le père, je ne me rappelle plus son nom. Galès, il me semble. Oui, Galès en espagnol. Et là, il explique. Alors, ce qui est très intéressant dans l'ouvrage de Anna Zakaria, c'est qu'il compare des textes juifs à des sourates. Et il y a très souvent des copier-coller. C'est même curieux. Oui? Je pose une question et on me la pose aussi. On nous dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à la fin des temps. À la fin des temps. Et des gens disent, oui, mais s'il y a Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Alors donc, moi, je pense qu'il va intervenir à la fin des temps. Mais c'est convenu avec qui? Avec le diable. À la fin des temps, on va se retrouver, et puis c'est à ce moment-là qu'on va régler le problème. Écoutez, comment madame, est-ce qu'on peut interpréter l'histoire à la fin des temps? Il faut qu'on ait tout de même une grande modestie. Il y a une grande modestie. Oui. Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. Mais l'intelligence humaine, à un moment donné, arrive à un je peux pas comprendre. Alors, deux choses l'une, ou bien fait le rejet, ou bien on se dit modestement, je crois, point à la ligne, et puis on verra. Je voulais dire qu'on pouvait, une manière d'essayer de faire quelque chose entre tous ces nos dirigeants qui nous amènent à leur chaos, enfin dans le but de ce qu'ils veulent, de leurs intentions, c'est le vote. Parce que c'est important le vote. Alors le vote, j'en ai parlé hier, dommage que vous n'ayez pas été. Il vaut mieux commencer par prier, je crois. Après, j'ai pensé gauche parce que j'ai dans une famille de gauche. Après, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, j'ai fait droite. Après, je me suis dit, pour le mois de pied, au plus pur, n'importe quoi. Et ensuite, j'ai arrêté de voter depuis quelques années. J'ai trouvé que c'était la meilleure solution, puisqu'il faudrait refaire la Constitution pour réviser le système des pouvoirs
pour bien faire, les personnes n'en parlent. Donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui présente un projet démocratique de modifier d'abord à la base la Constitution, je ne vois pas comment, pour moi, tous les gens qui se présentent, c'est des gens qui sont habilités à se présenter, tellement peu de différence que... On a une proposition à vous faire, si vous voulez. On a prévu ça, c'est dans un programme de parti que vous connaissez sûrement pas. La première chose, c'est qu'on change la Constitution, justement. Oui, j'en ai entendu parler chez Étienne Chouard, mais pas, voilà, beaucoup de personnages. C'est vrai, nous, c'est marqué. Le problème, c'est qu'il faut aller encore beaucoup plus loin que le changement de Constitution. C'est ce que j'ai rappelé hier dans ma conférence. Le grand tournant de la grande tromperie universelle a été prise en 1789. Tant que l'on ne reviendra pas sur les sophismes de 1789, on fera fausse route. C'est pour ça que tous ceux qui se revendiquent des idées de la Révolution me semblent a priori suspects. Il faut que l'on revienne à la consultation du citoyen sur les sujets qu'il connaît directement par ses activités professionnelles, sociales, régionales, là où il habite. Alors qu'aujourd'hui, il ne peut faire ses choix qu'en fonction de ce que lui dit la presse. Qui tient la presse? Besoin d'un dessin? Donc il faut revenir aux principes qui sont la cause des maux d'aujourd'hui, pour les détruire. Changer la Constitution, si on ne touche pas aux principes fondateurs de la politique actuelle, ça ne servira à rien. Le souci qu'on a, c'est qu'on ne peut même pas faire valoir notre... les votes blancs ne sont pas considérés. Bien entendu, évidemment, bien sûr. Réellement que 10% de la population qui vote, vous avez raison. Dans les 10%, le président a plus de 50%, c'est-à-dire qu'il n'aurait que 5%, ou voire même 4% des voix, il serait élu. Tout à fait. C'est pour ça que la solution... C'est ce qu'on appelle la volonté populaire. C'est ce qu'on appelle la volonté populaire. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et on n'a plus aucun moyen, on n'a plus aucun levier. Mais bien aujourd'hui. C'est dommage que vous n'ayez pas été là, parce que justement, c'est ce que je voulais démontrer. Il y a deux solutions. Je vais vous refaire une conférence privée. À mon tour, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Quel a été votre parcours politique? Alors, je n'ai pas de parcours politique, je suis une simple... Ou idéologique, si vous voulez. J'ai été sous l'influence de la socialiste, puisque je suis née dans une famille socialiste, révolutionnaire un peu, maman militante, féministe, etc., enfin de gauche. Et donc j'ai appris dès toute petite qu'il y avait la gauche et la droite, qu'il y avait des gens qui étaient bien et des gens qui n'étaient pas bien. Et puis, le manichéisme. J'ai voté, mon premier vote à 18 ans, c'était au moment où Mitterrand est arrivé, donc après une période de droite, voilà, donc vous avez voté Mitterrand? Le monde allait changer. Vous avez voté Mitterrand? Ben, je vais vous rassurer, voilà. moi aussi. J'étais choquée parce que je moi aussi, et vous savez pourquoi j'ai voté Mitterrand? Le monde n'avait pas changé. Vous savez pourquoi j'ai voté Mitterrand? Pour faire payer à Giscard d'Estaing la loi sur l'avortement. Donc vous voyez, si on se comprend bien entre nous, on peut faire le chemin ensemble. Et donc après la droite, c'était pas mieux finalement? Mais ce sont les mêmes qui sont derrière. Ce sont les mêmes. La gauche m'a semblé une fausse gauche, enfin je ne voyais pas où était la part sociale, avec toute la guerre notamment. C'est vraiment dommage. Enfin, tous ces faux semblants. Donc j'ai écouté Sarkozy, il m'a semblé très dynamique, très authentique. Il avait, très dynamique, oui, il l'est, oui. Il est un peu boosté. Je n'avais pas dit encore suffisamment à la tête. Et puis je me suis aperçue qu'en fait il y avait eu des bonnes choses et puis après tout un effet de manipulation. Enfin, il suffit d'y voir clair autour de soi, c'est pas la peine d'avoir fait de la politique ou des études pour voir que c'est une continuité, il passe le relais. Les choses ne vont pas mieux, ça s'empire. Mais c'est évident, mais ce sont les mêmes, sous une étiquette différente. Mais ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles de ces pantins, ceux-là, c'est exactement la même chose. En fait, entre droite et gauche, si on peut parler de droite, droite libérale et gauche, il n'y a pas de différence, sauf une. C'est la méthode pour faire avancer les choses. Avec la droite libérale, ça arrive
tout doucement, mine de rien. Et avec la gauche, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus brutalement. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, j'ai voté Mitterrand contre Giscard et que j'ai voté Hollande contre Sarkozy. Parce que je voulais, connaissant très bien les milieux modérés bourgeois, je savais très bien que s'ils n'avaient pas un électrochoc aux fesses, ils ne bougeraient pas. Et que Sarkozy revenant au pouvoir, il ferait exactement la même politique que les Hollande et Valls d'aujourd'hui, mais à petits pas doucereux. Qui a introduit la théorie du genre? Qui a introduit l'éducation à la compréhension de l'homosexualité dans les écoles? Sinon, Luc Châtel, ministre de Sarkozy. Alors quelle est la différence avec Hollande et Valls? L'un est la continuité de l'autre. En fait, c'est une position révolutionnaire. Il faut que les gens soient choqués pour pouvoir réagir. Tout au moins, on peut espérer qu'ils finiront par réagir. Sinon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. En tout cas, c'est intéressant, votre cas, si je peux dire, est intéressant, parce qu'il n'est pas le seul. Je le vois très souvent de la part de gens qui prennent contact avec moi, qui me disent « je suis de gauche », mais quand je vois vos entretiens et vos conférences sur Internet, je retrouve ce que je cherche et que je n'ai pas trouvé à gauche. Oui, en fait, on s'aperçoit que c'est une fausse démocratie parce que le jeu de gauche et droite, ou de l'extrême gauche ou d'extrême droite, nous fait croire qu'on a le choix. En fait, qu'est-ce que j'ai dit hier? Mais en fait, c'est décidé à Bruxelles, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est eux qui commandent. Oui. Ils ne servent à rien, les députés français. On ne peut pas dépasser 3% de déficit, et puis c'est tout. La France, fille aînée de l'Église. Et qui c'est qu'il y a derrière Bruxelles? Le roi, qui est de droit divin et tout ça. Parce que, voilà. Mais si la révolution dite française a éclaté en France, c'est parce que justement, elle était considérée comme la fille aînée de l'Église. Et oui. Tout simplement. Non, mais il y a une logique dans tout ça qui est fascinante. Mais tous les pays en sont au même point. Hein. Bien entendu, parce qu'ils sont tous gouvernés par les mêmes. La Grèce, l'Allemagne, tout le monde. Ça se décide d'abord à Bruxelles, d'abord à Washington, et avant un petit coup de fil de Jérusalem. Oui. Et puis après, quand on dit Washington, c'est pas le gouvernement américain. Hein. C'est du sud à Jérusalem. Après, c'est un descend. Bon, autre question? Alors oui, moi. Toujours les mêmes. Hein. Encore un. Encore un bavard. J'en ai trop. Oui, alors moi, ce que je trouve assez drôle, si je puis dire, hein, bien que ça ne soit absolument pas drôle, c'est que cette création de l'État islamique, cette fameuse création américaine, CIA, en fait, elle cristallise tous les paradoxes en fait, parce que en fait ils veulent ils veulent déstabiliser les pays en Europe, à faire des réfugiés qui vont créer des flux de réfugiés qui se dirigent vers l'Europe, mais ces flux de réfugiés, comme vous l'avez dit, exacerbent les nationalismes en Europe. Donc, c'est même pas, on ne peut pas dire nationalisme, ils n'en sont pas à ce stade-là encore, mais provoquent une réaction de défense. De défense d'une culture. C'est le problème du corps étranger qui rentre dans un organisme. Le rejet c'est un problème biologique. Mais donc quand ils assouvissent leur plan au Grand Orient, ils reculent sur leur plan en Europe en fait. C'est ce que. Pas du tout. Oui, alors ils créent le choc effectivement des civilisations qui est complètement artificielle en Europe. Le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte, ou ils n'ont peut-être pas prévu que ça allait provoquer cette réaction qui est en train de se produire. Hein? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que le diable porte pierre. Mais voilà. Et du fait progressiste qui devient un fait réactionnaire. On est en plein dedans. Leur but, c'est l'effondrement. Il fait du mal, mais malgré tout, en faisant du mal, il peut aussi amener des bonnes réactions. Ah, d'accord. On appelle ça aussi des dommages collatéraux. Mais à la fin, ils arrivent à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'effondrement des États-Unis, de l'Europe, ordos ab chaos. On va reconstruire un nouvel ordre, mais pour ça, il faut provoquer le chaos, le gros chaos. Donc là, on est en train de nous pousser au choc des civilisations, Samuel Huntington, hein,
Et puis donc, ça va finir par exploser. Même si des fois il y a des contre-performances, c'est pas grave. À l'arrivée, on va s'effondrer. Et eux, ils vont arriver, ça y est, on est les sauveurs. On est les sauveurs. Ils ne peuvent pas s'autodétruire tant que les Russes et les Chinois sont assez forts pour prendre le dessus après. En ça, fait. c'était justement le grain de sable dont j'ai parlé, avec l'émergence de Poutine. Le grain de sable qui est en train de devenir vraiment un gros caillou et un rocher, hein, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Poutine leur dise, bon, maintenant, il suffit de jouer au Moyen-Orient. Hein. C'est pour ça que je vous ai attiré l'attention tout à l'heure sur l'étrange concomitance du succès de la contre-offensive russe en Syrie, qui permet à Bachar el-Assad de reconquérir les terrains perdus, et cet attentat qui devient un prétexte pour que l'Occident s'investisse en Syrie, pour bloquer l'action russe. Ça me semble assez clair. Oui, je pensais ça aussi, moi, quand ils ont dit ça. Mais c'est leur projet quand même, mais c'est pas sûr qu'ils y arrivent, heureusement. Oui, voilà. Ah oui, C'est ça. leur projet, mais c'est pratique qu'ils arrivent. Vous savez, dans une guerre, dans un combat, quel qu'il soit, si on veut gagner, il faut connaître l'adversaire. C'est ce que je répète d'ailleurs souvent, et notamment au sujet de la maçonnerie, il faut connaître ses buts, ses moyens d'action. À partir du moment où on connaît ses buts et ses moyens d'action, on peut commencer à imaginer comment on peut réagir. Mais si on est nigaud, et c'est le rôle détestable de ceux que je dénonce, ce que j'appelle les compagnons de route, qui nient le moindre complot. Comment voulez-vous qu'un peuple qui ne sait pas qui est l'ennemi et comment cet ennemi agit, peut-il réagir? Et ça, c'est notre rôle à tous, d'expliquer, expliquer, expliquer. Je disais tout à l'heure, expliquer, mais ne croyez pas que vous allez être cru du premier coup. Vous devez répéter, vous devez avoir des documents en main, des citations pour leur dire, voilà, soyez pas des autruches, le bec dans le sable. Voilà ce que ces gens nous annoncent. Pourquoi croyez-vous que j'ai écrit tous ces livres? Et ils ne sont pas tous là en plus de ça. C'est que, sujet par sujet, par sujet, par sujet, j'ai voulu montrer, texte à l'appui de nos ennemis, ce qu'ils entendent faire. Et c'est comme ça que, petit à petit, on peut espérer former des cadres. C'est ce qui a manqué à Vichy. Parce que Vichy, en fait, a fonctionné avec quoi? Avec une bonne partie de l'armée, qui était encore pas trop mauvaise à l'époque, et puis quand même avec pas mal de fonctionnaires et responsables de la Troisième République. Et on l'a vu très bien, les résultats, par les atermoiements pour parvenir à l'interdiction de la maçonnerie, ce qui a permis à la maçonnerie de mettre à l'abri nombre de ses archives. Je vous signalerai que mon père, d'ailleurs, avait été chargé par le maréchal Pétain de dépouiller les archives de la maçonnerie, celles qui avaient été saisies. Ce qui lui a valu 3 condamnations à mort par la justice de M. de Gaulle. Que lui est-il arrivé au final? Ça fait partie des lettres de noblesse de la famille. Oui, mais voilà, c'est comme ça que l'histoire s'écrit. Oui. Donc comparé à ce projet judéo-maçonnique mondial, bien sinistre qui nous est réservé, comment doit-on procéder? Doit-on avancer dans la société en prenant des places couvertes, c'est-à-dire sans se dévoiler, comme l'a fait la franc-maçonnerie, ou doit-on ouvertement en parler à nos proches et à d'autres et essayer de leur faire comprendre? Bonne question. Justement, c'est une question de stratégie. Je dirais qu'il faut les deux. Il faut à la fois une partie visible, qui dénonce les choses, qui explique les choses, et puis d'autres qui soient des sous-marins comme nos ennemis. Ils ont aussi la partie visible et la partie non visible. La maçonnerie, c'est ça. Il y a la partie rassurante et puis la partie secrète. Et quand, je regrette beaucoup pour les partisans de l'UPR qui sont là, quand je plaide l'entrisme au Front National, c'est dans ce but. Et quand je dis faire de l'entrisme au Front National, c'est pas pour faire de grandes déclarations nationalistes. C'est pour être là, bien gentil, bien obéissant, pour gravir les échelons de responsabilité et être en mesure de voter aux élections internes pour blabouler les mauvais éléments. Comme Poutine. Comme Poutine.
Exactement. Poutine qui a émergé brusquement. Alors, bon, il faudrait être dans sa cervelle pour savoir exactement à quel moment il a commencé à comprendre et à basculer. Mais si l'ennemi est capable d'infiltrer nos structures, et regardez sur le plan politique comment le Front National s'est fait infiltrer, regardez sur le plan religieux comment l'Église s'est fait infiltrer, y compris les fraternités Saint-Pédis et Saint-Pierre. Pourquoi eux sont capables d'être assez intelligents et persévérants pour faire ce travail, et que nous ne serions pas capables de faire la même chose en sens contraire? Parce que se lamenter en disant « Ah non, le Front National, c'est pas bien, il y a des homosexuels, il y a ça », c'est facile. On se drape dans sa dignité, les pieds dans les pantoufles bien au chaud, et on fait rien, et on laisse progresser le mal. Voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. C'est le diable qui porte Pierre, c'est pas Pierre qui porte le diable. Hein? C'est le diable qui porte Pierre, c'est pas Pierre qui porte le diable. Si nous, est-ce qu'il n'y a pas... Ah oui, mais ça c'est de l'angélisme. Ça, je regrette beaucoup, c'est de l'angélisme. Qui se fait retourner dans l'antrisme? Est-ce que beaucoup de ceux qui font de l'antrisme ne se retrouvent pas à la fin Il est évident, alors, votre observation est juste, et il est évident que pour jouer ce jeu, il faut quelqu'un qui soit bien formé. Certain. C'est quelqu'un qui vraiment en veut. C'est pas facile de mentir. Comment? C'est pas facile de mentir. Mais il n'est pas question de mentir. Il y a une vieille formule, vous savez que j'ai été élève des jésuites. Et oui, c'est vrai, mais tu sais défendre bien. J'ai été élève des jésuites. Vous n'êtes pas obligé de... Attendez, quelle est la formule déjà? Vous n'êtes pas... non, personne ne vous force à mentir. Quelle est... Attendez. Quelle c'était déjà? Vous n'êtes pas obligé. Bon, en fait, l'idée, c'est que vous n'êtes pas obligé d'afficher vos idées en mentant, ou de masquer vos idées en mentant. Vous n'êtes pas forcé de... Ça me semble évident. Donc, vous pouvez rester tranquillement, sagement, sans vous parjurer, tout en gardant silencieusement ce que vous pensez. Mensonge par omission, quoi. Exactement. Le mensonge par omission, si vous voulez. Écoutez, on n'est pas des anges quand même. Il faut savoir ce que l'on veut. On a face à nous des éléments absolument, je ne sais pas comment on peut les appeler, démoniaques. Si on est avec notre petit angélisme, mais comment voulez-vous que l'on gagne? Et puisqu'il est prévu la fin des temps, c'est que ça va arriver. Alors ah oui, alors ça c'est gentil, c'est aussi une attitude que vous connaissez la vieille formule, et toi et le ciel t'aidera. Non mais ça voudrait dire... Ah, pas toujours dire, il n'y a plus qu'à attendre, de toute façon on nous a annoncé que la fin des temps, tout sera réglé. Et puisqu'on croit au reste de ce mais en attendant, on devrait tout croire, hein. On devrait croire aussi. Si on ne réagit pas, si on laisse agir ces gens contre nous qui pervertissent de génération en génération, nous sommes responsables de toutes les âmes qui se perdent. Une responsabilité. Vous n'avez toujours pas posé de questions, vous? C'est tellement bien... Tellement clair, je suis trop clair, c'est ça? C'est clair. Bah, la conclusion était très... Dans votre conclusion, c'est très très bien résumé. C'est pour ça que jusqu'ici, personne n'a été capable de me prendre en défaut, de contre-argumenter. C'est parce que tout ce que je dis est basé sur des textes prouvables. Point à l'œil. Et que ce que je ne comprends pas, j'essaie de le comprendre. Et une fois que je l'ai compris, j'essaie de l'expliquer le plus clairement possible pour que d'autres le comprennent. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Oui. Je pensais aussi, si nous arrivons à terme à faire rater ce projet, qu'en est-il donc de la Russie aujourd'hui qu'on voit se faire de plus en plus alliée avec la Chine, malgré leur histoire quel serait selon vous le nouveau modèle, le nouveau système qui émergerait donc de
des projets ratés. Alors, ce vers quoi on se dirige certainement, c'est à la place du système unipolaire sous la coupe américano-sioniste, un monde multipolaire. Ça, c'est la première chose évidente. Avec évidemment l'entrée en jeu de la Russie, de la Chine, de l'Inde probablement, et tout ça dans le cadre de ce qu'on appelle les BRICS. Donc une espèce d'union curieuse, fondamentalement économique. Parce qu'entre le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, il y a tout de même un certain nombre de différences curieuses. Mais disons, vous savez, c'est le problème de toutes les alliances qui ont eu lieu dans le monde, de tous les temps. Ce sont des alliances momentanées en fonction d'intérêts momentanés face à des ennemis communs, ou à un ennemi commun. Ça dure ce que dure la situation. Le jour où l'ennemi commun, par exemple, prenons les États-Unis d'Amérique, si la Russie, aidée par la Chine, les pays du BRICS, arrive, et nous, rappelez-vous ce que j'ai rappelé hier, le jeu de Poutine contre le dollar, qui normalement devrait amener à l'effondrement du dollar. Si Poutine y arrive, ça va redistribuer les cartes et les pays comme la Russie, la Chine, etc. vont prendre encore plus d'importance. Mais ce qui est prévisible déjà maintenant, c'est qu'un jour ou l'autre, il y aura un affrontement entre la Russie et la Chine. Et rebelote. Mais c'est ça l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais de tranquillité, de véritable paix. Ce n'est pas de notre monde. Depuis le péché originel, ce n'est plus de notre monde. C'est un combat permanent. Et c'est pour ça qu'il faut arriver avec notre intelligence tout de même limitée à concevoir la politique basée sur les principes qui aident au mieux à créer une société stable. Ce que les autres cherchent à détruire par tous les moyens, en invertissant les valeurs de la société, justement, en tournant le dos à l'ordre moral et aux valeurs constitutives de l'humanité. Donc tout est là. Et ne croyez pas qu'un beau jour, grâce à Poutine ou à un autre, ou un nouveau roi qu'on nous annonce, on va vivre une période où ce sera la paix sur la terre, le paradis sur terre. Non, le paradis ne sera pas sur terre. Mais on peut essayer de vivre le mieux possible en société. Et pour cela, il faut détruire les principes nocifs, fondamentalement, qui sont nés en 1799. Tout par-delà. C'est le péché contre l'humanité. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je suis à votre disposition pour dédicacer les livres.